bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien rentré de vacances. Je sais, c'est la rentrée, tout le monde fait un petit peu la gueule, bon c'est normal en même temps. Comme chaque année, c'est le même rituel. Je me suis dit aujourd'hui petite vidéo parce que ça a son importance. 50 ans en arrière avait lieu le plus grand festival de tous les temps, Woodstock. Et donc je me suis dit, pour les 50 ans, je vais quand même leur présenter un petit peu aujourd'hui ce fabuleux concert qui a donc eu lieu entre je crois que c'était les 16, 17, 18 août 1969. Vous me préciserez d'ailleurs les jours exacts dans les commentaires. Je crois que c'était 17, 18, 19, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et donc, voici cet album qui retrace donc cet événement qui avait lieu donc dans l'État de New York. Les jeunes ont afflué des 4 coins du pays pour assister donc à un concert d'une richesse exceptionnelle au niveau des artistes. Hein. Rendez-vous compte, Joe Cooker, John Baez, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, les Who, j'en passe et des meilleurs. La liste est trop longue à citer. Alors voici l'original français, sorti je pense début des années 70, toute première version, où ils avaient d'ailleurs fait l'erreur de mélanger les faces, ce qui donnait donc un côté un petit peu inhabituel à ce vinyle, mais très souvent ça arrivait ça, hein, de faire des erreurs au niveau des disques. Regardez-moi un petit peu le monde, et oui, 500 000 personnes se sont réunies là pendant ces 3 jours de fête, de paix et d'amour pour célébrer le rock dans toute sa splendeur à l'époque. Et voilà, donc ce concert inoubliable pour toute une génération. Malheureusement, ce n'était pas la mienne. Moi, je suis né un an avant, donc je risquais pas d'y être. Mais voilà, c'était juste magnifique. Hein. Voilà, ça se présentait comme ça en 3 volumes, sorti chez le label Cotillon, Atlantic Records. Bon, voilà, richesse absolue. Voilà, hein, tout le monde se baignait dans l'eau, tout le monde fumait des pétards, se défonçait de tous les côtés. Alors le son est pas formidable, parce qu'effectivement c'était enregistré en live, avec peu de moyens, enfin peu de moyens. La technique arrivait tout doucement, mais les prises de son live et en plus en plein air, alors c'est très étouffé. On n'entend pas la batterie, on entend sur certains morceaux, tout est noyé dans le mix, mais bon, voilà, c'est un petit peu normal. Ça donne tout son charme en fait à ces 3 LP, voilà, qui avait un son vraiment brut de décoffrage. Voilà, et donc pour célébrer, pour faire la transition facile évidemment à Woodstock, qui est arrivé en fin de concert lors de la toute dernière matinée, monsieur Jimi Hendrix. Donc là par contre on est sur vraiment oui, on est sur du lourd, donc désolé pour la petite coupure. Voilà, donc Woodstock, pressé en Allemagne. Donc toute transition pour expliquer que un martien va arriver, un extraterrestre tombé du ciel. Monsieur Jimi Hendrix. Voilà, son premier album. Alors, Jimi Hendrix, bien sûr, il est né en 1942 à Seattle. Il grandit entouré d'un père et d'une maman. Alors un père très absent parce que à l'armée. Et puis la maman très instable psychologiquement, très volage, sortait beaucoup, très alcoolisée, elle rentrait, voilà, elle était incapable de s'occuper de son petit. Donc son père va rapidement rentrer de l'armée et va s'occuper de son fils. Jimmy part à l'armée donc vers l'âge de 17-20 ans à peu près. Il va se blesser au cours d'un saut en parachute et donc du coup déjà enfant, étant très doué à la guitare, puisque son père lui avait acheté d'abord une guitare acoustique, puis ensuite une guitare électrique, il va rentrer de l'armée et décide de se lancer sur les routes donc pour aller à la rencontre de son plaisir ultime, c'est-à-dire faire de la musique, jouer de la musique en concert. Et donc il va tourner dans différentes formations. Au départ, tout début des années 60, il va rencontrer Ike et Tina Turner. Il va jouer derrière Little Richard, bien sûr. Mais il était relégué un petit peu au second rôle. Et puis bon, Little Richard sentait bien qu'il avait un alter ego là en face de lui, qui avait parfois plus de succès charismatique sur scène. Donc il s'en est rapidement débarrassé. Puis il va incorporer les Hailey Brothers, avec qui il va jouer dans les années 64-65 environ.
Et puis, un beau jour, Chas Chandler, en fait, le bassiste, l'ancien bassiste des Animals, le groupe était déjà quasiment dissous, groupe qui officie avec Eric Burdon à la voix notamment, Chas Chandler se rend aux États-Unis. Et il va repérer Jimmy dans un bar un soir. Il voit ce mec, il entend des sonorités que jamais il n'avait entendues sorties d'une guitare. Donc, il va le voir, il va le brancher, il va lui dire, écoute, toi, mon petit gars, t'as un sacré talent, t'es foutrement doué, donc si tu veux, je te ramène avec moi en Angleterre. Et parce que oui, évidemment, Chas Chandler était un pur anglais, et donc il le ramène, il va lui louer, il va le loger dans un appartement qui appartenait à Ringo Starr. Il le ramène avec lui. Jimmy est séduit évidemment, il a 23 ans, 24 ans, donc il rêve que d'une chose, c'est d'être célèbre, de démontrer à tout le monde son talent, à la limite, il s'en foutait presque, mais surtout son envie, sa passion dévorante de vouloir jouer sur scène et monter un bon groupe. Donc Chas Chandler va lui trouver donc 2 Anglais dès qu'il arrive en Angleterre, dès septembre 1966. Donc il va lui faire rencontrer Mitch Mitchell, qui est un batteur classique jazz, très syncopé, très technique, et puis Noel Redding, qui lui, en fait, il pense, quand il vient à l'audition, appelé par Chas Chandler, il lui dit, voilà, viens me voir. Noel Redding, en fait, pense qu'il vient pour... il est guitariste à la base, hein, Noel Redding, et il pense qu'il vient pour remplacer peut-être un nouveau guitariste pour la nouvelle formation des Animals. Et en fait, ben non, pas du tout. Il va lui présenter Jimi Hendrix. Jimi Hendrix tombe sous le charme immédiatement, parce qu'il avait quasiment la même coupe de cheveux, et pour Jimmy, qui était black, métis, ça l'a fait halluciner de voir un blanc avoir des cheveux aussi crépus que lui. Donc, en fait, tout ça, ce combo va commencer à jammer. Mais puis là, oui, évidemment, tout le monde tombe à la renverse dans les studios, les mecs au son et tout, dans les cabines, tout le monde est fou. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce type, mais comment il joue, quoi? C'est juste fabuleux. Un virtuose technique, comme on en a rarement vu, un des meilleurs guitaristes au monde. Et donc, ils enregistrent en studio, donc fin 66, ce sublime album Are You Experienced, qui va sortir donc tout début de l'année 67, janvier-février, je crois, un truc comme ça. Et là, pour le coup, il faut savoir que la famille Hendrix avait récupéré les droits d'auteur, hein, les bandes, etc., dès 1997. Et la famille, donc c'était le papa, c'est toujours d'ailleurs le papa de Jimi Hendrix et la demi-sœur, Jenny, qui récupèrent donc tous les droits, toutes les bandes originales. Ils vont, évidemment, ils sont malins, rappeler l'ingénieur du son originel de Jimmy, Eddie Kramer, qui va revenir donc pour remixer toutes les bandes et remettre ça au goût du jour avec un son propre, nickel, et puis super bien mixé. Donc voici donc l'édition de 2015, pardon. 2010, c'était la sortie, en fait, la réunification, si on peut dire, de ce premier album, puisqu'il existait en 67 2 versions. La version américaine d'un côté, avec une autre pochette, et la version donc anglaise européenne, qui était celle-ci, en cover principal. Donc là, dès 2010, ils vont réunir les 2 versions, l'anglaise et l'américaine, pour nous faire ce double LP. Voilà. Qu'on ne présente plus ici, je ne vais pas revenir encore une fois sur un conte musical que tout le monde connaît. Les titres, évidemment, vous avez Foxy Lady, Manic Depression, Red House, Can You See Me, Fire, Remember, Are You Experienced, et puis le fameux Hey Joe, bien sûr, Highway Child, The Wind Cries Mary. Voilà, superbe disque. Le pressage est très bon. Le son, je peux vous dire, je mets toujours un peu de son, j'écoute la musique très fort, ça sent chez moi, il faut écouter le rock un peu fort, donc voilà, ça se présente comme ceci. Les vinyles pèsent 180 grammes, c'est du très bon travail qui a été fait, bien sûr. Eddie Kramer est revenu, donc les masters en studio ont été bien bossés, je veux dire, le son est vraiment plus que correct, rien à dire sur ces pressages. Voilà, ça se présente en double vinyle. Voici le premier, le second, je pense que le macaron, voilà, avec la couleur un petit peu différente, mais c'est très joli, hein. Vous voyez, d'un côté cette couleur-ci, voilà, et de l'autre celle-ci. Voilà, je vous montre bien à l'écran. Voilà, magnifique disque avec des jolis macarons, un beau livret, pas excessif. En plus, ce sont des versions qui étaient à 15 €. Moi, j'ai dû acheter ces rééditions il y a environ 1 an de ça en arrière. En Fnac, et pour ne pas les citer, pardon, je leur fais décidément beaucoup trop de pub, il faut que j'arrête ce réflexe de les citer tout le temps, mais voilà, c'est la vérité. 15 balles, double album comme ça, magnifique, encore une fois très bon son, avec en plus un livret à l'intérieur. Je vais vous le sortir, je vais vous montrer quand même un petit peu
les photos. Voilà, superbe photo de feu Jimi Hendrix, légendaire guitariste qui donc mourra à 27 ans. Voilà, superbe photo, tout est bien expliqué, les dates, on a tout hein, sur c'est vrai que tout est en anglais, mais on a tous les descriptifs, c'est vraiment très intéressant à lire parce que moi j'adore m'imprégner de tout ça justement. Quand j'écoute un vinyle, j'aime bien lire les musiciens, les crédits, qui a participé, etc. Moi je trouve ça génial, on rentre dans un truc quoi, c'est toute la beauté, le charme du vinyle. Donc ça c'était janvier-février 67, premier album, un pavé hein, qui est tombé dans la mare parce que personne n'avait entendu sa sonorité. Bien sûr, les Stones, les Beatles vont affluer de partout pour venir voir son Jimi Hendrix Experience jouer live. Et là franchement tout le monde est complètement scié quoi, parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent non seulement le charisme, le côté technique, la virtuosité, bien sûr, les mélodies, les sons qui sortaient de cette guitare. C'est pas pour rien que Brian Jones, dès le mois de juin 67, le présentera au festival de Monterey, américain, un célèbre festival américain, un des tout premiers, justement, qui a ouvert la voie à tous les autres. Et donc, voilà. Ce sont les Anglais qui vont ramener Jimmy aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il était archi méconnu, quoi. Et voilà donc son deuxième album qui arrive en fin d'année 67. C'est le deuxième, Axis Bold as Love, qui est pareil, une bombe, quoi. De toute façon, il y a 4 disques de son vivant, donc c'est juste splendide. L'artwork est magnifique, les pochettes sont psychédéliques à souhait, sublimes. On l'ouvrait comme ça, comme ceci. Voilà. Hop, vous voyez un petit peu la beauté de l'artwork de l'époque, hein. Quand même juste splendide avec tous ces symboles indiens, ces tenues flashy. On est dans une époque magique, hein, bien sûr. Donc voilà, il se présente également en 180 grammes, avec donc les macarons à peu près identiques au premier. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est des vinyles qui vont pas coûter bien cher. Et puis c'est, encore une fois là, c'est malheureusement, oui, ce ne sont pas les originaux, mais attendez, tout n'est pas terminé encore. Là, ce sont effectivement je ne les avais pas en version originale, donc les prix sont atrocement excessifs. Donc voilà, 15 €. Réédition de 2000, encore une fois 2015 je crois. Tout est ressorti en vinyle en 2015, donc vous voyez c'est pas si vieux que ça et ça sonne super bien quoi. Il y a aucun problème, hein. Super éditions. Voilà, deuxième album de Jimmy sorti fin 67. Voici mon original de 68. Et alors celui-là, ouais, le voici, Electric Ladyland, chef-d'œuvre, troisième album studio qui sort août-septembre 68, en même temps que moi, il arrive sur Terre en même temps que moi. Voilà, alors celui-là, oui, j'en suis très fier parce que déjà c'est le premier pressage américain, tout premier pressage américain, 1968, c'est la référence 6307. Voilà, je vous le montre bien à l'écran. Avec cette particularité que les Américains avaient donc inversé les faces D et C, c'est-à-dire que le premier disque comportait la face A et la face D, et le deuxième disque la face B et la face C. Ça c'était une erreur que faisaient très souvent d'ailleurs les Américains, mais nous aussi Européens on a fait plein de boulettes. Regardez, pour preuve, le Woodstock avait ce même souci de face inversée. Et ça donc c'est mon original vraiment américain, que j'ai trouvé en plus dans une... Alors, vous voyez, la l'inner sleeve est complètement foutue, mais ça, voilà, ça c'est une perle, hein. C'est une perle, c'est le Reprise Records américain d'origine, donc j'en suis très, très fier. Et puis en plus, l'anecdote, c'est que je l'ai trouvé à 20 francs ce truc-là, il y a quelques années, en arrivant sur Bordeaux, chez un vieux bouquiniste. Voilà, je vous montre bien la référence d'origine américaine, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, voilà, parce que j'ai un peu d'ombre, un peu de soleil, voilà, là je pense que vous la voyez mieux. Voilà, pour les connaisseurs, pour ceux que ça intéresse, voilà, le tout premier pressage américain. Et je l'avais trouvé chez un bouquiniste, une petite boutique rue Sainte-Catherine à Bordeaux, où le mec, c'était une boutique de bouquins, il n'y avait que ça, et je suis rentré, ce jour-là, je devais avoir le flair, je sais pas, et je suis rentré, et du coup, je lui ai demandé s'il avait des vinyles, il me dit, c'était une personne très âgée, un petit vieux, il me dit, j'ai une petite caisse là-bas derrière, et j'ai trouvé ça au milieu de musettes, de trucs d'accordéon, comme d'habitude, les trucs qu'on trouve aussi en vide-grenier, et je me suis trouvé, donc, alors il est abîmé, hein, vous voyez, il a bien vécu, mais voilà, c'est splendide, quoi. Puis
l'odeur des pressages US, moi j'adore. Donc voici le Gatefold et sa pochette intérieure. Voilà, je vous laisse quelques instants pour apprécier ces photos, qui doivent très certainement se trouver sur la réédition d'aujourd'hui également. Hein. Je pense qu'ils ont dû le presser à l'identique. Mais là, ben là oui, là c'est le vrai pressage américain. Alors, je pense que ça doit coûter quand même déjà maintenant un petit peu cher, ça, mais voilà, ça c'est voilà, dernier album avec avec Noel Redding, puisqu'ils vont commencer, des tensions vont commencer à se faire sentir dans le studio entre Noel et Jimmy. Jimmy commence à être un petit peu agacé du comportement de Noel et vice versa. Donc Mitch Mitchell va rester, le batteur, ici avec Jimmy, et puis Jimmy va continuer avec d'autres formations. À Woodstock, il sera avec les Gypsies of je sais pas quoi. C'était même pas encore les Band of Gypsies, c'était encore autre chose. Et du coup, va sortir un 4e album, le dernier de son vivant. Voilà, le Band of Gypsies, enregistré donc pour le réveillon 1969-1970, pardon. Et voilà, le Band of Gypsies avec Buddy Miles, donc qu'il prendra à la batterie, et il récupérera donc son pote qu'il avait connu à l'armée, Billy Cox, qui viendra à la basse. Et ce combo va durer à peine 4-5 mois, hein. Ça va splitter tout de suite après. C'était voilà, une étincelle comme ça, un feu de paille comme on dit, mais moi j'aime beaucoup ce disque. Il est très décrié aujourd'hui par les fans. Je comprends pas pourquoi, parce que bon oui, effectivement c'était plus du tout la même session rythmique que le Jimi Hendrix Experience avec Noel Redding et Mitch Mitchell, mais ça change un petit peu. Puis il y avait un côté un peu plus dance, un peu plus funky peut-être. À ce moment-là, de toute façon il avait envie d'aller vers d'autres horizons, Jimmy, à cette époque, donc à cette période plutôt. Et voilà, ça va donner quand même un très bon disque. Ça c'est la pression US, mais la pression capitale, le pressage, pardon, je dis toujours pression. Voilà, ça c'est le pressage. Là, c'est une réédition, bien sûr, mais c'est le pressage Capitol, parce qu'il était à l'époque chez Capitol, et Capitol avait encore les droits dessus. Donc là, c'est pas la famille Hendrix, c'est pas le label Hendrix Experience, c'est le label Capitol. Voilà, qui a réédité donc celui-ci. C'est également une réédition, c'est pas l'original de 70. Je n'avais qu'Electric Ladyland, mais bon, déjà une belle pièce. Hein. Et voilà, ça c'est la réédition qui reprend le même, on reconnaît bien le Capitole d'origine. Hein. Voilà, au niveau du macaron, mais c'est bel et bien la réédition. Alors je ne sais pas de quand elle date exactement, je vais regarder. On a des pochettes antistatiques, hein, donc super, pareil, c'est assez lourd. Je pense que c'est quand même du 180 aussi, 180 grammes. Alors bon, il faut savoir, petite précision, que le 180 grammes n'apporte pas une qualité sonore supplémentaire hein, par rapport au pressage d'un disque avec un grammage plus léger. Le fait qu'il y ait plus de plastique ne vous apporte pas un meilleur son, attention, hein, ça il faut bien le savoir. Voilà, donc celui-ci, il date de... C'est un pressage américain. Quoi qu'il arrive, mais c'était une réédition d'aujourd'hui, il n'y a même pas la date au dos, donc je sais pas, mais je pense que c'est là 2015-2016 quoi. Voilà. Donc ça c'était tout en fait, hein. Vous voyez, c'est 4 albums pour la carrière de Jimmy. Et puis moi je me suis procuré quand même, parce qu'on a droit à de belles rééditions hein, grâce à la famille Hendrix et puis surtout au travail d'Eddie Kramer et de Bernie Grundman aussi, parce qu'il y a 2 ingé son hein, qui se partagent un petit peu les remasterisations des albums d'Hendrix. En live évidemment incontournable, le live à Monterey en mois de juin 67, hein, quand voilà, il rentre. Ah, je vais avoir du mal à le sortir parce que de toute façon c'est pas un gatefold, donc voilà, ça c'est légendaire parce que voilà, le soir où il brûle sa guitare, il va choquer toute l'assistance, hein, tout le monde. Il y a Janis Joplin au premier rang, tout le monde est absolument scotché de voir ce spectacle où il casse sa guitare. Bon, ça il l'a piqué à Pete Townshend des Who. D'ailleurs, il y a eu une grande bagarre pour savoir qui passait en premier ou derrière Jimmy. Pete Townshend arrête pas de le dire à Jimmy en coulisses la veille, je crois, va te faire foutre, il est hors de question qu'on passe derrière toi, c'est nous qui passerons en premier. Enfin, ils se sont un peu bagarrés backstage, comme on dit, et puis ce soir-là, il va foutre le feu, quoi. Non seulement la prestation est exceptionnelle, mais en plus, il fout le feu à sa guitare, il casse sa gratte, il balance de l'essence à Zippo, enfin, tout le monde est scotché, quoi. En 67, c'est le tout début du Flower Power, et là, du coup, live d'anthologie qui sort. Merci la famille Hendrix de nous avoir ressorti ça en vinyle. Je pense que c'était même pas d'ailleurs sorti tout court à l'époque. Donc voilà, très belle édition de 2014. Voilà. Ça c'est des pressages européens, je crois. Hein. Je sais plus celui-là s'il vient d'Europe ou des États-Unis. Oh, je crois même que c'est un pressage US. Ouais, New York. Oui, pardon, pressage américain, Sony Legacy.
Ouais. Celui-là, c'est un pressage US en plus. Donc je l'avais chopé sur un vendeur tiers, Fnac ou Amazon, je sais plus. Pas très cher non plus, hein, 15-17 euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, super live à Monterey. Ensuite, le 30070 live à Berkeley. Voilà, ça c'est sublime aussi. Il a fait beaucoup de live et Dieu merci. Encore un grand merci à Eddie Kramer de nous ressortir ses bandes et de bien travailler dessus au niveau du son parce que super. Franchement, je vous l'ouvre parce que c'est un Getfold. Voilà, des disques en 180 grammes qui sont massifs. C'est vrai que c'est bien sur la platine, ça pèse bien lourd, ça tient bien la route avec de magnifiques photos. Voilà, du plus grand, des plus grands. Voilà, notre Jimmy. Voilà, je ne sais plus s'il y a un livret dans celui-là, je crois pas. Non. Oui, il y a un livret avec quelques photos. Je vous les passe vite fait en revue. Voilà, c'est quand même magnifique hein, les éditions qu'on fait. En plus, elles ne sont pas excessives. Hein, niveau prix, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a de superbes photos. Bon, je vous les passe un peu vite. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, voilà, il y a des superbes photos. C'est comme toujours, on sait tout. C'est très détaillé. On a toutes les infos. C'est ça qui est bien, quoi. Bon, après, c'est en anglais. Donc, voilà. Mais super exemplaire. Voilà. Je crois que je l'ai payé 19-20 euros. Celui-là, il y a 2 ans en arrière. Oui, je crois 1 an ou 2 que je l'ai maintenant. Mais ça, c'est un live incontournable aussi. Hein, le live à Berkeley, 30 mai 70. Incontournable live de Jimi Hendrix. Voilà pour celui-là. Et puis pour finir, le dernier, qui a lieu un petit peu plus tard, donc au mois de, je pense que c'était pour la fête de l'indépendance, le 4 juillet 70, donc sortira Freedom, pareil. Excellente qualité, il est très en forme durant tous ces 3 concerts là que je viens de vous présenter. Il est vraiment en forme, quoi. Jimmy là, ce soir-là, c'est superbe. Voilà, je ne m'étends pas sur encore une fois sur la musique. Tout le monde connaît Jimi Hendrix, mais voilà, c'est insurclassable, absolument incontournable, bien sûr. C'est somptueux, quoi. La richesse des compositions, la qualité de ce mec extraordinaire, quoi. Monsieur Jimi Hendrix, voilà. Et donc ça se présente toujours en 180 grammes. Très joli vinyle, très beau pressage. Et puis surtout très bon son. Donc voilà, vraiment extra. Vraiment, je vous les conseille parce qu'ils sonnent vraiment très bien. Voilà. Super. Dernier album donc, que j'avais à vous présenter de feu Jimi Hendrix. J'espère que cette vidéo, évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas surtout de vous abonner, c'est très important parce que ça nous permet ensuite, nous, de pouvoir avoir plus de visibilité sur YouTube et pour, tout simplement que les chaînes se maintiennent, pardon. Et oui, il faut des abonnés pour qu'on puisse survivre dans ce monde, dans cette jungle YouTube. Donc surtout, voilà, très important, abonnez-vous, partagez à vos amis, dites-leur surtout de s'abonner, de liker, mettre un pouce bleu, si ça vous a plu bien sûr. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse à tous, ciao ciao.